Guerre au Moyen-Orient, pourparlers prévus à Islamabad, mort dans le sud du Liban. Ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 24 avril, France Info. Guerre au Moyen-Orient, pourparlers prévus à Islamabad, mort dans le sud du Liban. Ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 24 avril, des négociateurs iraniens et américains ont été envoyés au Pakistan, 2 semaines après l'échec d'une précédente tentative. Publié le 24/04/2026 23h51. Temps de lecture, 2 minutes. Le ministre des Affaires étrangères pakistanais, Ishaq Dar, et le chef de l'armée, Syed Azim Munir, accompagnant le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, à son arrivée sur la base de Nurkan, près d'Islamabad, Pakistan, le 24 avril 2026. Pakistan Express Information DEP AFP. Une reprise des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre se profile. Vendredi 24 avril, des négociateurs des deux camps ont été envoyés à Islamabad, sans garantie de discussion directe, 2 semaines après l'échec d'une précédente tentative. France Info fait le point sur ce qu'il faut retenir des informations de cette journée. Des pourparlers sont prévus à Islamabad. Une reprise des négociations de paix? Le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, est arrivé à Islamabad vendredi soir pour des négociations entre l'Iran et les États-Unis destinées à mettre un terme à la guerre au Moyen-Orient, a annoncé le ministère des Affaires étrangères pakistanais, sans évoquer directement la reprise de discussions directes avec les émissaires américains. Du côté américain, je confirme que l'émissaire spécial Witkoff et Jared Kushner partiront de nouveau pour le Pakistan samedi matin afin d'avoir des pourparlers, avec des représentants de la délégation iranienne, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. Elle a précisé que le vice-président J.D. Vance ne devrait pas, cette fois, être du voyage, mais pourrait les rejoindre ultérieurement en cas de progrès. Des frappes israéliennes font 6 morts au Liban. Sur le front libanais, le cessez-le-feu, dont une prolongation de 3 semaines a été annoncée jeudi soir par Donald Trump, est déjà mis à rude épreuve. Vendredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accusé le Hezbollah de saboter les efforts de paix. Nous avons entamé un processus pour parvenir à une paix historique entre Israël et le Liban et il nous paraît évident que le Hezbollah essaie de le saboter, a-t-il affirmé. Les autorités libanaises doivent se retirer des soi-disant négociations directes avec les Israéliens, a estimé de son côté Mohammad Rad, le chef du bloc parlementaire du Hezbollah. Dans le sud du Liban, des frappes israéliennes ont fait 6 morts et 2 autres blessés, a déclaré le ministère de la Santé libanais. L'armée israélienne a de son côté affirmé que ses soldats avaient tué 6 membres du Hezbollah lors d'échanges de tirs, après avoir déclaré que le mouvement pro-iranien avait abattu l'un de ses drones. L'UE appelle à la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz. Sans véritable levier face à la guerre au Moyen-Orient, les Européens ont tenté de peser en faveur de la désescalade vendredi, en recevant à Chypre les présidents du Liban, de l'Égypte, de la Syrie et le prince héritier de Jordanie. La rencontre a d'abord servi à réaffirmer leur soutien sans faille au Liban et à sa souveraineté, a dit le président du Conseil européen, Antonio Costa. À sa droite, le président libanais Joseph Aoun a souligné les défis humanitaires et économiques considérables de son pays, qui ne s'était pas encore remis de crises successives quand cette nouvelle guerre est arrivée. Antonio Costa a en outre appelé l'Iran à rouvrir immédiatement et sans péage le détroit d'Ormuz. C'est vital pour le monde entier, a-t-il martelé. Sujet suivant. Délais, travaux, logements concernés. 3 questions sur les passoires thermiques que le gouvernement veut maintenir ou remettre sur le marché locatif, France Info. Délais, travaux, logements concernés. 3 questions sur les passoires thermiques que le gouvernement veut maintenir ou remettre sur le marché locatif en réponse à la crise du logement. Un projet de loi va être présenté en juin pour réautoriser la location des habitations classées F ou G, sous conditions. Publié le 24/04/2026 13h57. Temps de lecture, 5 minutes. Une étiquette G attribuée à un logement dans un diagnostic de performance énergétique DPE, le 30 septembre 2025. Jean-Marc Barrère en Lucas AFP. C'est un sujet qui ne peut pas attendre. Face à la crise du logement, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé, jeudi 23 avril, un futur projet de loi qui sera soumis au Sénat dès le mois de juin. L'une des mesures phares de ce texte permettra de mettre en location des biens très mal isolés, considérés comme des passoires thermiques et jusqu'ici condamnés à être exclus du marché locatif. Pour bénéficier de cet assouplissement, le propriétaire devra s'engager à réaliser des travaux de rénovation énergétique dans un temps donné. France Info vous présente ces nouvelles règles, qui visent à soulager la tension sur le marché locatif, quitte à maintenir un peu plus longtemps des locataires dans des logements en mauvais état. Qu'est-ce qui va changer concrètement ?
Si le projet de loi est adopté avant la fin de l'année, comme le souhaite le gouvernement, les propriétaires d'un logement classé géodiagnostic de performance énergétique DPE pourront remettre en location leurs biens, ce qui leur est interdit depuis le 1er janvier 2025 à échéance du bail. Les détenteurs d'un bien classé F, qui devaient à leur tour être écartés du marché locatif à partir de 2028, bénéficieront du même régime, directement inspiré d'une proposition de loi UDI adoptée en première lecture au Sénat en avril 2025. Pour profiter de ce sursis, les bailleurs particuliers ou les copropriétés devront signer un engagement de travaux en vue d'une amélioration de performance énergétique, dans un délai de 3 ans pour les logements individuels et de 5 ans pour les appartements en copropriété. Si le DPE n'évolue pas dans les délais, le logement ne pourra plus être loué, a assuré jeudi le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, aux Parisiens. Les bailleurs qui ne respecteront pas leur engagement verront les services des impôts revenir vers eux et les loyers perçus seront considérés comme indûment encaissés, a-t-il précisé sur RTL. Un pouvoir de sanction pourrait être confié à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ADEME, qui sera chargée de vérifier que l'étiquette d'un logement a évolué entre A et E, avance le Parisien. Selon Vincent Jeanbrun, la mesure pourrait permettre de maintenir sur le marché locatif 650 000 à 700 000 logements au-delà de 2028. Début 2025, le nombre total de logements du parc locatif privé classé F s'élevait à 693 000, tandis que 453 000 autres étaient étiquetés G, soit 1,15 million de biens potentiellement exclus du marché en cas d'absence de remise à niveau énergétique, selon les données officielles. L'exécutif, lui, évoque un total de 1,4 million de logements classés F ou G. Quel est l'objectif de cette mesure ? Pour le ministre du Logement, cet assouplissement des règles répond d'abord à un souci d'humanité, il doit permettre d'éviter à plus de 2 millions de personnes de devoir quitter leur logement à partir de 2028 en l'absence de mise en conformité énergétique. Quand on connaît la crise actuelle du logement, ce serait évidemment dramatique, affirme Vincent Jeanbrun. Invité des 4V sur France 2, vendredi, il a agité le spectre de familles qui se retrouveraient à la rue. 8 minutes. Cette mesure apporte avant tout une bouffée d'oxygène aux bailleurs, qui vont pouvoir continuer à percevoir des loyers supplémentaires en logeant des locataires dans des passoires thermiques. Si vous empêchez le propriétaire de louer, vous le privez d'une ressource qui pourrait venir financer les travaux, défend Vincent Jeanbrun, qui affirme que beaucoup d'entre eux ne pouvaient pas réaliser cette charge et retiraient leurs biens du marché. Revendication de longue date de la droite, le report voire la suppression de l'interdiction de location des passoires avait jusqu'ici été refusé par le gouvernement. Quand on voit que ça va créer une pénurie de logements et un défaut sur le marché, il faut savoir un tout petit peu changer de méthode, sans forcément changer l'ambition, a défendu Sébastien Lecornu, en reconnaissant avoir accordé un arbitrage favorable à cette mesure portée par son ministre issu des Républicains. On va inverser la charge, au lieu de faire les travaux avant la mise en location, il faudra faire les travaux après, a-t-il minimisé, sans expliquer ce que deviendront les locataires durant le chantier. 3. Comment ce revirement est-il accueilli ? Dès jeudi, le réseau Action Climat a dénoncé un recul du gouvernement, qui n'est pas une bonne nouvelle pour la précarité énergétique et les locataires de logements mal isolés. On va laisser encore pendant 3 ans des locataires avec des factures énergétiques de plus en plus difficiles à payer, a déploré sur France Info cette fédération d'associations engagées pour la transition écologique. Les loyers, actuellement bloqués pour tout logement privé classé F ou G, vont recommencer à augmenter, redoute également sa directrice des programmes, Anne Bringot, bien qu'une telle mesure n'ait pas, à ce stade, été annoncée. Pour la Confédération nationale du logement, ce report constitue une moquerie et un mépris envers les populations fragiles vivant dans ces habitations, qui n'ont parfois pas les moyens de se chauffer. En 2021, la loi prévoyait justement un délai pour que les travaux puissent être réalisés. Résultat, les propriétaires ne les ont pas faits, regrette son président, Eddy Jacquemart, sur France Info. Moins critique, la Fondation pour le logement des défavorisés ex-Fondation Abbé Pierre évoque une mesure qui pourrait permettre de forcer les propriétaires à lancer des travaux, quitte à dépasser les échéances initialement prévues. Elle appelle toutefois à des compensations pour les locataires qui vivent dans ces passoires énergétiques. Sans surprise, l'Union nationale des propriétaires immobiliers INPI se réjouit de son côté d'un geste vers l'ensemble des Français qui cherchent à se loger et à loger. C'est vrai que les biens ne seront pas rénovés tout de suite, mais il n'empêche qu'au moins il y aura un toit, défend elle sur France Info,
tandis que la mesure va encourager les bailleurs à s'organiser. Quant aux factures d'énergie que devront supporter les occupants de ces biens, c'est plutôt à l'État de prendre ses responsabilités et de venir amortir cette augmentation, plaide son président, Sylvain Grattalou. Sujet suivant. Assassinat de l'enseignante Agnès Lassalle, l'élève a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle, France Info. Assassinat de l'enseignante Agnès Lassalle, l'élève a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle, c'est moins que la peine de 16 ans requise par l'avocate générale. Publié le 24/04/2026 20h28, mis à jour le 24/04/2026 22h, citant de lecture, 1 minute. Le procès de l'assassin de l'enseignante Agnès Lassalle se tient au palais de justice de Pau Pyrénées-Atlantiques, le 21 avril 2026. Guesca Heroes AFP. L'élève jugé pour l'assassinat de sa professeure d'espagnol Agnès Lassalle en 2023 à Saint-Jean-de-Luz a été condamné à 15 ans de réclusion, vendredi 24 avril, par la Cour d'assises des mineurs des Pyrénées-Atlantiques. C'est moins que la peine de 16 ans requise par l'avocate générale, plus tôt dans l'après-midi. Si elle a bien retenu une altération de son discernement, susceptible de réduire la durée de la peine, la Cour a estimé que cette peine de 15 années de réclusion était adaptée au regard notamment de la gravité incontestable des faits, commis sur une enseignante dévouée et investie, en plein cours et devant les autres élèves. Le 22 février 2023, Agnès Lassalle, 53 ans, qui enseignait l'espagnol au collège-lycée privé catholique Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz, avait été poignardée mortellement dans sa classe. Tandis que le cours touchait à sa fin, l'élève de 16 ans à l'époque s'était levé pour aller verrouiller la porte de la salle puis frapper la victime au niveau du cœur avec la lame de 18 cm d'un couteau de cuisine. Sujet suivant. La Fédération française de rugby mise en examen pour homicide involontaire, 20 mois après la disparition en mer de Mehdi Nargissi en Afrique du Sud, France Info. La Fédération française de rugby mise en examen pour homicide involontaire, 20 mois après la disparition en mer de Mehdi Nargissi en Afrique du Sud. Le jeune Mehdi Nargissi a disparu en mer en 2024 lors d'un stage avec l'équipe de France des moins de 18 ans en Afrique du Sud. Publié le 24/04/2026 19h34, mis à jour le 24/04/2026 19h57. Temps de lecture. 1 minute. Les joueurs observent 1 minute de silence en hommage à Mehdi Nargissi avant un match entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade français, à Bordeaux, le 7 septembre 2024. Romain Perrochot AFP. La Fédération française de rugby a été mise en examen, vendredi 24 avril, pour homicide involontaire après la disparition en mer, en août 2024, de Mehdi Nargissi, lors d'un stage avec l'équipe de France des moins de 18 ans en Afrique du Sud, a annoncé l'avocat de la FFR. Nous prenons acte de la décision de mettre en examen la FFR en tant que personne morale. Il s'agit d'une étape intermédiaire de la procédure qui ne constitue en aucun cas une déclaration de culpabilité, a réagi Mathias Chichportich, jugeant la décision contestable en droit. Vendredi, la FFR était convoquée au tribunal d'Agen. Il s'agissait d'un moment capital pour la famille du jeune joueur du Stade toulousain, âgé de 17 ans lors de sa disparition, a déclaré son avocat, Édouard Martial. Sujet suivant. Fusion ou suppression de chaînes, devoir de neutralité. Les préconisations de Charles Aloncle pour l'audiovisuel public, France Info. Fusion ou suppression de chaînes, devoir de neutralité. Les préconisations de Charles Aloncle pour l'audiovisuel public. Le rapport et ses préconisations doivent être soumis au vote des 30 députés membres de la commission d'enquête lundi, après plus de 4 mois de travaux. Un vote favorable est nécessaire pour que le rapport soit rendu public une semaine plus tard. Publié le 24/04/2026 21h36, mis à jour le 24/04/2026 22h18. Temps de lecture, 1 minute. Charles Aloncle à gauche, le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, et Jérémy Patriélétus à droite, son président, lors de l'audition de la PDG de Radio France, Sybille Veil, le 17 décembre 2025. Thomas Padilla Max PPP, le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, Charles Aloncle, a finalisé son rapport et fait plusieurs recommandations. Parmi elles, le député UDR préconise de fusionner France 5 avec France 2 et France Info TV avec France 24, indique vendredi 24 avril une source proche de la commission à l'agence Radio France et à France Inter, confirmant une information de l'AFP. L'élu suggère également de supprimer la chaîne Jeunesse France 4. Concernant la radio, Charles Aloncle suggère de supprimer Move, l'antenne de Radio France dédiée au hip-hop. Autre préconisation, supprimer un des 2 orchestres de Radio France, indique la même source. La Maison de la radio et de la musique possède en effet 2 orchestres et un chœur et permet à 300 musiciens professionnels de se produire régulièrement.
Ce à quoi s'ajoutent les 180 chanteurs de la maîtrise. Le député ciotiste préconise également, selon une autre source proche de la commission, d'intégrer systématiquement dans les contrats de travail des salariés d'une entreprise de l'audiovisuel public, susceptibles d'apparaître publiquement dans l'exercice de leurs fonctions, un engagement de neutralité et d'impartialité incluant les propos et comportements tenus en dehors de leurs fonctions mais publiquement. Charles Aloncle propose aussi de revenir à une nomination des dirigeants de l'audiovisuel public, comme ceux de France Télévisions et Radio France, par le président de la République après avis du Parlement et avis conforme de l'Arcom, le régulateur. Autre suggestion émise, réduire de 3/4 le budget alloué aux jeux et au divertissement à la télévision publique. Cela permettrait d'économiser 122,1 millions d'euros. Pour réaliser 50 millions d'euros d'économies supplémentaires, Charles Aloncle préconise par ailleurs de s'attaquer au budget des sports de France Télévisions, en le réduisant d'un tiers. Les mesures viseraient à dégager plus d'1 milliard d'euros d'économies, soit un quart des crédits alloués par l'État à l'audiovisuel public. Charles Aloncle préconise d'utiliser ce milliard d'économies pour doubler le programme budgétaire consacré à l'entretien du patrimoine et pour le désendettement de l'État.